Bonjour, voilà donc la suite, les débuts de l'humanité, avec donc la partie 3 et la partie 4, pour donc finir tout ce chapitre qui j'espère vous a intéressé. Donc la dernière fois, on a vu donc bah, l'origine des hommes et surtout donc les hominidés et compagnie, et on a vu aussi les migrations. Là, on va s'intéresser à comment vivaient les hommes du Paléolithique. Donc, on va parler plutôt des Homo sapiens, là pour le coup, des hommes de Cro-Magnon, comme on le dit souvent. Et ensuite, je voulais aussi vous faire découvrir un peu l'art du Paléolithique, et notamment l'art pariétal avec la grotte Chauvet, qui, je l'espère, pour normalement une visite est prévue en juin. Mais bon, avec l'actualité Covid, je ne sais pas si on pourra la faire. J'espère de tout cœur. Voilà. Allez, donc dans cette idée de comment vivaient les hommes du Paléolithique, on va démarrer par la notion de habiter au Paléolithique, qui renvoie à ce qu'on fait en géographie, la notion d'habiter. Alors, ça, c'est des choses que vous avez quand même vues, il me semble, en primaire, mais c'est important de bien s'en rappeler et de bien vous remémorer tout ça. Donc, je vous ai mis des habitats du Paléolithique, donc deux images qui représentent ces habitats. Donc, en haut, vous avez une hutte qui est faite en os de mammouth et en peau de divers animaux. Et en bas, donc, on comprend rapidement que c'est l'entrée, que c'est une grotte. C'est l'entrée donc d'un abri sous roche ou d'une grotte, dans lequel donc on voit qu'ils sont installés et qu'ils ont préparé le foyer avec le feu. Alors, que nous apprennent-ils sur la façon de vivre des hommes de cette époque ? Ce qu'on voit avec ces habitats, c'est que ce ne sont pas des habitats fixes, ce ne sont pas des maisons construites qui ne bougent plus, comme on peut avoir aujourd'hui, ou comme on le verra, vont se former au néolithique. On n'est pas dans des villages, on est dans des habitats qui sont temporaires, que ce soit donc la hutte qui était démontable et qui transportait en fait comme une tente aujourd'hui Quechua. Quand vous allez au camping, vous montez votre tente, puis après vous la démontez pour aller ailleurs. Et bien eux ils vont faire ça avec leur hutte qui est faite en os et en peau et qui transportent dans leur bagage. Ou sinon quand ils voulaient un peu plus s'abriter ou parce que l'environnement était plus propice à ça, tout simplement ils vont dans des grottes où là pareil il y avait plein de grottes dans différents endroits. Donc déjà on comprend que c'est Homo sapiens du Paléolithique. Ils vivent dans des habitats non fixes, que ce sont donc des nomades. La façon dont ils ont l'habitat montre que ce sont des nomades. Et puis on a de toute façon des traces qui nous montrent qu'ils ont en effet bougé et qu'ils ne venaient pas tout le temps. Voilà. Donc ils vivent soit à l'extérieur, dans des plaines où ils installent un campement, soit dans les abris sous roche. Ensuite, on va s'intéresser à comment ils se nourrissent au Paléolithique, ça c'est important. Donc vous avez, d'un côté je vous ai mis une illustration, de l'autre un texte qui vient du Science et Avenir, qui est un article de Science et Avenir. Tous les documents, même ceux d'avant, vous les avez dans votre livre, si vous le voulez. Bon, moi je les ai repris, donc avec le diaporama, vous n'avez pas besoin. Donc là, je vous explique que donc, la photo, les hommes du Paléolithique chassaient en groupe. Déjà, ils vont aller chercher donc, du gibier. À l'époque, ce sont des animaux sauvages. Donc, ils vont toujours être en groupe pour éviter de se faire tuer et parce qu'en groupe, on est plus fort. Et vous voyez, on voit sur l'image qu'ils ont des armes qu'on appelle donc des saguets, qui sont des espèces de lances avec une pointe de silex pour tuer les animaux, ou tout simplement des épieux aussi pour aller tuer les animaux. Ensuite, donc première idée, là on voit que donc ils chassent en groupe. Ensuite, donc le document, que mangeaient nos ancêtres du Paléolithique. Donc on vous explique, les humains du Paléolithique étaient plus carnivores que nous. Alors, le mot carnivore, je pense que vous le connaissez, c'est-à-dire qu'ils mangeaient beaucoup plus de viande
que nous aujourd'hui. Hein. Donc leur alimentation, elle est faite principalement de viande, et de viande qui vient donc de la chasse, hein, d'animaux chassés, ce qu'on appelle donc des gibiers. Cependant, on a trouvé des restes de pollen et de végétaux, ainsi que des pierres chauffées, indiquant qu'ils mangeaient des plantes et pas seulement crues. Donc, attention à ce passage, donc on vous dit que, en effet, ils sont majoritairement carnivores, ils mangent beaucoup de viande qu'ils vont chasser. Ou du poisson aussi, d'ailleurs, qui pêchent, hein, il y a poisson et viande. Mais, en fait, les archéologues, quand notamment ils fouillent les grottes ou les campements, hein, même une fois les tentes enlevées, on peut retrouver dans le sol, hein, pas mal de traces. Ils ont trouvé donc du pollen, donc ça veut dire qu'ils pouvaient se nourrir de pollen, et différents végétaux, mais qui ne sont pas des végétaux cultivés. C'est-à-dire que ce sont des végétaux qui poussaient naturellement, hein, dans les forêts, dans les bosquets. Et donc, ils vont ramasser des plantes. Et on sait qu'ils vont pas forcément les manger crues, puisqu'en fait, on a retrouvé des pierres chauffées qui montrent qu'ils avaient une technique pour les faire cuire. Ok ? Alors, justement, on vous explique après que pour les faire cuire à l'eau, donc, comme vous, hein, vous faites cuire vos courgettes, par exemple, dans l'eau bouillante, eux, en fait, à l'époque, au niveau de la poterie, ils savaient faire des poteries, mais elles n'étaient pas assez costauds pour aller directement dans le feu. C'est-à-dire que leur plat, si on les mettait les récipients direct sur le feu, éclataient. Donc, ils ont trouvé une technique. Ils plongeaient, en fait, des pierres brûlantes dans le liquide pour le réchauffer. C'est-à-dire qu'ils vont mettre des pierres directement dans le feu. Là, les pierres, pas de souci, ça ne peut pas éclater. Hein. Donc, une fois que ces pierres étaient brûlantes, ils les mettaient dans leur pot où ils avaient mis de l'eau. Et donc, ces pierres brûlantes chauffaient l'eau. Et après, ils pouvaient réchauffer leurs plantes comme ça. Alors, on sait que, par exemple, ils faisaient des soupes. Et même, apparemment, des soupes avec des os, en fait. C'est-à-dire que à l'époque, on gaspille rien. Soit on va utiliser les pots, les os pour faire ce qu'on a vu avant, l'habitat. Soit ils vont vraiment se servir de tout pour se nourrir ou s'habiller. Et notamment dans les os des animaux, il y a ce qu'on appelle la moelle. Et la moelle, elle se mange. Hein. Et donc, on sait qu'ils faisaient des soupes avec des légumes, avec des os pour avoir la moelle dedans. Et donc, voilà comment ils procédaient. Alors, on vous dit que c'est grâce à l'analyse de restes d'animaux près des foyers, donc les foyers, c'est là où il y avait le feu, d'échantillons du sol révélant des traces de graisse, de marques sur l'émail des dents et de l'analyse des os de fossiles humains que les chercheurs peuvent reconstituer le régime alimentaire des hommes préhistoriques. D'accord ? Donc, en fait, les chercheurs, hein, les archéologues, les paléontologues, les palynologues, enfin tous les spécialistes, utilisent donc toutes les traces qui sont trouvées autour des feux, hein, qu'on arrive à retrouver, hein, notamment dans les grottes, les restes d'animaux, enfin plein de choses, les restes de pollen, et ça leur permet comme ça d'avoir une idée de ce qu'ils pouvaient manger. Voilà, donc c'est la recherche, hein, qui permet tout ça. Donc, si on résume, en fait, nos ancêtres mangent majoritairement de la viande qu'ils chassent, donc des animaux sauvages, des gibiers, et ils mangent aussi un peu des végétaux et des pollens, pareil, qui vont cueillir dans la nature. Donc en fait, nos ancêtres étaient des chasseurs-cueilleurs, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore inventé l'agriculture, ils se nourrissent de ce qu'ils trouvent dans la nature en bougeant. Et c'est aussi pour ça qu'ils sont nomades, parce qu'au fur et à mesure des saisons, ils vont changer d'endroit pour pouvoir mieux se nourrir, pour pouvoir avoir accès à des végétaux et aux animaux. Voilà. Donc ils passent leur journée, hein, en fait, à chasser, à cueillir, à fabriquer leurs outils, hein, pour chasser, pour faire leurs vêtements, et à installer aussi leur campement en faisant du feu et compagnie. Donc il faut imaginer que ces hommes de la préhistoire, ils s'ennuyaient pas, ils avaient beaucoup de choses à faire. D'accord ? Par contre, ils étaient toujours en groupe, ça c'est important. Alors juste... Donc justement, on va passer aux outils, puisque on l'a vu, hein, des Homo habilis, la branche des Homo commence à faire des outils. Mais petit à petit, ça va être de plus en plus évolué. Et Homo sapiens, hein, fait des outils quand même déjà, on va le voir, très performants et très techniques. Donc, première image donc, sur les outils du paléolithique. Donc,
première image, vous avez de silex. Donc le silex, c'est une pierre très particulière qu'on trouve dans certains massifs et dans certains endroits. On peut en trouver parfois dans la région, c'est assez rare, un peu en Ardèche et tout, il y en a. Alors, le silex a une propriété extrêmement importante. C'est une pierre qui est très très coupante. Et qui arrive à rayer le verre par exemple, hein. Donc c'est une pierre qui est très très solide et très coupante, et donc en la taillant on arrive à découper énormément de choses comme avec un couteau actuel, hein. Voilà, donc c'est des propriétés très particulières. C'est une pierre qui s'effrite pas du tout et qui est très très solide. Donc là vous avez deux exemples de pierres de silex taillé qui commencent à apparaître donc au paléolithique. Donc vous avez le silex biface, c'est le plus petit, et ensuite ce qu'on appelle un hachereau, qui est en fait une petite hache, hein. Donc le hachereau, il faut imaginer que il le mettait, hein, il l'attachait à un bout de bois pour faire une petite hache, et le silex biface, soit il l'utilisait comme ça à la main pour découper les animaux, les peaux, enfin tout ce qu'ils ont besoin comme un couteau, soit il pouvait parfois le mettre pareil sur une sorte de lance en bois, mais en général c'était plus fin les pointes de silex. Ensuite, vous avez des aiguilles en os. Vous voyez à quel point elles ressemblent à nos aiguilles actuelles, hein, pour faire la couture, mais elles sont un peu plus costauds parce qu'il faut penser, hein, qu'ils cousaient des peaux d'animaux, donc c'est assez épais, donc soit pour faire leurs vêtements, soit comme on l'a vu, hein, pour faire leur hutte, hein, pour faire leur maison. Ils utilisaient donc des aiguilles et du fil, alors qui étaient des fils naturels, hein, issus de plantes ou d'animaux. Donc voilà. On a ensuite un harpon en os, donc c'est cette espèce, hein, d'outils avec des crochets de chaque côté et qui permettait donc de pêcher alors directement en fait dans la rivière, hein, et on lançait l'harpon dans le poisson pour pouvoir l'attraper. Voilà, donc le harpon. Vous voyez qu'on utilise donc du silex, beaucoup des os, hein, c'est là où je vous dis que tout était utilisé dans ce qui chassait. Et ensuite, vous avez un très beau propulseur en bois de renne. Donc vous savez, les bois, hein, c'est ce que le renne a sur sa tête, hein, et qui est gravé. Vous voyez que là, il est vraiment décoré, enfin il est magnifique, hein, ce propulseur. Alors, je vous ai mis en bas à quoi servait le propulseur, parce que du coup, c'est un peu compliqué de comprendre. Donc en fait, le propulseur, c'est un outil qu'ils utilisent avec la sagaie. Donc la sagaie, c'est ce que vous avez en bas sur l'image. Donc c'est une espèce de lance, hein, avec une pointe de silex au bout en bois. Et du coup, on vous dit, hein, que le propulseur, on le voit sur l'image, hein, il est terminé par un crochet. Et dans lequel, en fait, on va mettre, voilà, comme vous voyez, hein, la sagaie. Et en fait, ils vont après tourner et lancer la sagaie. Ça leur permet de chasser, d'atteindre un animal encore de beaucoup plus loin que si simplement ils lançaient la sagaie comme un javelot. Hein, donc c'est pour ça qu'on appelle ça un propulseur. Ça propulse la sagaie encore plus loin. Et ça leur permettait d'attaquer des animaux qui pouvaient être dangereux en étant très éloignés pour ne pas se faire manger à leur tour. Voilà. Allez, donc suite des outils et des techniques hyper importantes, c'est donc les techniques du feu. Donc je vous rappelle, attention, c'est pas Homo sapiens qui est le premier à avoir inventé le feu ou avoir trouvé des techniques pour faire du feu. C'est Homo erectus, hein, donc la branche avant. Alors, sur la date de l'invention du feu, c'est compliqué. Je crois que je sais plus si je vous l'avais expliqué dans la vidéo d'avant, je m'en rappelle plus. Souvent, vous allez trouver 450 000 ans avant Jésus-Christ, mais les dernières recherches ont montré que voilà, des traces beaucoup plus anciennes ont été découvertes, notamment qui datent de 600 000 ans, voire les toutes dernières recherches, là, peut-être de 800 000 ans. Donc on ne sait pas encore très bien comment la date exacte, parce que comme je vous l'ai expliqué, dans la préhistoire paléolithique, on est dans des temps tellement anciens que c'est très compliqué, et c'est en fonction des sites archéologiques qu'on va trouver, des traces qu'on va trouver, hein, donc ça bouge énormément. Donc ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que en fait l'invention du feu, elle s'est fait sur un très long temps, et que les techniques elles n'ont pas apparu comme ça a bougé, voilà, ça a été une lente évolution en fait, hein, pour arriver à perfectionner. Donc moi j'aimerais que vous reteniez, hein, de 600 000 ans
à 450 000 ans, puisque aujourd'hui, hein, les recherches s'accordent plutôt sur ces dates-là que le 450 000 ans. Alors, je vous ai mis justement déjà les outils qu'on utilisait pour faire du feu et les différentes techniques. Donc, vous avez la première technique en haut qui est la technique par percussion, qui est celle que je pense que vous connaissez le plus et que vous avez dû étudier en primaire. Et ensuite, vous avez la technique par friction. Alors, par percussion, comme son nom l'indique, c'est qu'on percute, hein, c'est-à-dire qu'on tape l'un sur l'autre. Sauf que, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas deux silex qu'on tape ensemble. Si vous percutez deux silex, vous n'arriverez jamais à faire du feu. Soit bien clair, ça ne marchera pas. En fait, la percussion, il faut utiliser en fait un silex et un autre minéral, une pierre qui contient plutôt du fer à l'intérieur. Style la pyrite, hein, qui était une des plus utilisées. Et en fait, c'est le fait de frotter, de percuter, enfin pas de frotter, de percuter les pierres silex et pyrite, ça va créer des étincelles parce qu'en fait, on va faire partir des bouts de pyrite qui s'enflamment. Voilà, ça chauffe et ça s'enflamme. Attention, ça fait quand même des belles étincelles, mais ça suffit pas pour allumer un feu. Alors il y a toute une technique de percussion, parce que moi j'ai eu la chance en faisant de l'archéologie de faire des stages pour apprendre à faire du feu façon préhistoire. En fait on les percute pas l'une sur l'autre en tapant dessus. En fait il y a tout un mouvement de circulaire quand on percute. Donc c'est assez complexe, plus qu'on pense. Donc en fait le but avec ces deux pierres c'est d'avoir une étincelle, mais cette étincelle, pour qu'elle prenne feu, en dessous, on le voit bien sur le dessin, on va mettre plein de petits bouts de petits bois, de paille, et surtout un ingrédient particulier que vous avez sur le côté qui s'appelle l'amadou. L'amadou, en fait, c'est un champignon qu'on trouve dans les forêts, notamment sur certains arbres, qu'on fait sécher et en fait qui s'enflamme très facilement. Et donc, en fait, le but, ça va de percuter les pierres, de faire tomber les étincelles sur ces bouts d'amadou et de petits bois pour que le feu petit à petit prenne. Et ensuite, on va alimenter le foyer avec des branches un peu plus importantes pour que le feu, comme dans une cheminée, brûle très bien. Mais donc, on a besoin toujours d'un allumeur en fait qui est cet amadou qui va recueillir l'étincelle et qui va faire qu'elle s'enflamme, qu'elle se consume. Voilà. Ensuite, alors on va l'amadou, on va l'utiliser à chaque fois d'ailleurs sur toutes les techniques. Ensuite, on a une autre technique, donc c'est le numéro, c'est la première image en bas, le numéro A. C'est ce qu'on appelle la technique par friction. Et la C, c'est la même chose, c'est juste qu'on frictionne pas tout à fait de la même manière. C'est-à-dire que là, en fait, c'est deux bouts de bois avec un trou à l'intérieur et justement des petites branches, des petites qu'on va frotter, tourner, frotter. Et en fait, pareil, l'échauffement va provoquer des petites étincelles qui, au fur et à mesure, vont créer du feu. Pareil sur l'image C, sauf que là, ça va être dans l'autre sens en fait. Vous voyez la flèche. Mais c'est pareil, c'est toujours avec de bois où en fait c'est le frottement, la friction, le frottement qui à force provoque donc des petites étincelles. C'est une technique qui est quand même un peu plus compliquée, mais qui est encore très utilisée aujourd'hui dans certaines peuplades, notamment d'Afrique ou d'Amazonie, où ils utilisent encore ces techniques-là. Voilà. Mais là, faut quand même être très fort. Donc voilà, deux techniques pour faire du feu. Alors vous voyez quand même que malgré tout, c'est pas si facile que ça d'allumer un feu. Alors surtout, s'il fait un peu humide et tout, ça devient compliqué. Donc une fois que le feu était allumé, c'est vrai qu'il l'entretenait tant qu'il restait sur place. Voilà, il s'amusait pas à l'éteindre tous les jours, vu la complexité. Voilà. J'espère que les grottes Chauvet aussi, des fois, il y a des ateliers qui se font. Et il y a eu des années où on a pu faire les ateliers comme ça de feu. Peut-être on aura l'occasion d'en refaire cette année. Allez, le grand 4, donc, qui va avec l'idée d'habiter, enfin, l'idée de vivre, avec l'idée
ça fait partie de leur particularité dans leur façon de vivre. C'est donc la découverte de l'art au Paléolithique que je voulais que vous ayez en tête. Je vous ai expliqué qu'Homo sapiens, là par contre, est le premier à inventer l'art. Et souvent, les grands paléontologues disent que, et les archéologues préhistoriens disent que c'est ce qui fait de l'homme. C'est-à-dire que c'est une particularité de notre espèce. Je vous rappelle que nous sommes issus des Homo sapiens, que nous sommes toujours cette espèce-là qui a évolué un petit peu, mais on a le même ADN, je vous le rappelle. Et en fait, c'est vraiment particulier de notre espèce d'avoir inventé l'art. Et c'est ce qui ferait de nous des êtres humains et cette humanité que nous avons. Donc c'est vrai que c'est assez impressionnant de voir que donc il y a tant d'années, ils étaient capables de créer des œuvres d'art assez complexes et d'avoir aussi un regard vraiment artistique et non pas juste de reproduire certaines choses. Donc dans les grottes, c'est là où on va trouver l'art pariétal. Donc là, je vous ai donné l'exemple de la grotte Chauvet, mais une des plus connues aussi, c'est la grotte de Lascaux. Alors moi, je parle plutôt de la grotte Chauvet parce qu'elle est plus ancienne que Lascaux. Et puis, c'est surtout celle que j'espère qu'on pourra visiter. Et si on peut pas, elle est pas très loin, elle est en Ardèche. Franchement, je vous conseille d'aller voir cette grotte et pour vous rendre compte en réalité ce qu'était cet art et vous allez voir que c'est magnifique. Donc là vous avez un des panneaux les plus connus de la grotte qui est le panneau rhinocéros. Donc vous voyez que l'art est assez abouti, on a des représentations vraiment assez réalistes, on reconnaît bien les rhinocéros. On voit aussi qu'il y a presque des idées de perspective puisqu'ils sont les uns derrière les autres. Ils sont en mouvement, voilà. Et donc là, quand c'est du noir comme ça, c'est certainement du charbon qui était utilisé pour faire ces dessins. Donc voilà, on a de vrais artistes à la préhistoire. Autre type de décoration qu'on pouvait trouver dans les grottes, c'est donc l'image d'en haut, qui vient aussi, me semble, de la grotte Chauvet ou de Lascaux, j'ai un doute, parce que ça, c'est un motif qu'on retrouve dans beaucoup de grottes. Donc, c'est ce qu'on appelle les négatifs de main, c'est-à-dire que ils posaient leurs mains sur les parois. Donc là, avec l'utilisation plutôt de l'ocre, voire du charbon aussi, parce qu'on a un peu de noir, un peu de rouge, donc voilà. Donc tous ces pigments étaient bien sûr des pigments naturels. Et on ne sait pas trop qu'est-ce que ça signifie en réalité. Autant des scènes comme les rhinocéros, on se dit qu'ils remettaient des scènes de chasse ou tout simplement qui dessinaient les animaux qu'ils rencontraient. Mais c'est vrai que le négatif des mains, on ne sait pas trop la signification exacte. Si on a une, autant c'était juste décoratif pour eux, mais voilà, c'est un peu plus complexe. Par contre, autre type d'art que je voulais vous montrer, qui est un peu moins connu dans ce paléolithique, souvent on en parle peu, on parle beaucoup de l'art pariétal, des peintures, ce qu'on appelle les peintures rupestres, c'est-à-dire dans les grottes, mais on oublie toute la sculpture. Et notamment ce qui a fait penser aussi, je vous l'avais un petit peu expliqué, aux préhistoriens, qui a peut-être aussi le début d'une religion, ou du moins de croyances qui s'installent avec les Homo sapiens, puisqu'on retrouve des statuettes de femmes. Donc la première très ronde, vous voyez qu'il n'y a pas de visage, c'est assez particulier, qu'on a appelé la Vénus, puisque les préhistoriens, les historiens la comparent à la divinité Vénus chez les Romains, ou Aphrodite chez les Grecs, c'est la même. Voilà, donc c'est pour ça qu'elle s'appelle comme ça, et elle s'appelle la Vénus de Willendorf, puisque c'est là où elle a été découverte. Elle est en calcaire, et en fait ces statuettes-là, on en a trouvé plein dans toute l'Europe, un peu de partout, dans plein de sites préhistoriques de cette époque, des Homo sapiens. Et donc on se dit que y avait peut-être c'était peut-être une divinité en fait, c'est peut-être la représentation, alors on pense d'un côté nourricier, féminin, donc qui apporterait la fertilité qui protégerait les êtres humains, pourquoi pas qui leur permettrait de bien chasser, de bien cueillir, enfin voilà, quelque chose comme ça, peut-être d'une divinité, mais on n'en sait pas plus, parce que c'est vrai que c'est interrogatif de trouver toujours le même type de représentation féminine comme ça, qui sont pas très réalistes.
Et donc c'est pour ça qu'ils se disent qu'il y a peut-être quand même des croyances autour de ça, et que ça serait peut-être la représentation d'une divinité. Et qu'elle serait représentée comme ça, très ronde, pour apporter l'abondance en fait, hein, pour qu'ils aient de quoi se nourrir et compagnie. Ensuite, pareil, une petite statuette en os de Russie. Vous voyez qu'on retrouve un petit peu ce côté gros ventre, grosse poitrine. Par contre, on ne représente pas le visage sur ces premières statues-là. Donc voilà, il y a vraiment un style particulier, hein, et pour ça qu'on parle d'art. Enfin, une aussi très connue, qui est très très belle, qui a été découverte en France, hein, qui est la Dame de Brassampouy, qui a été faite cette fois en ivoire de mammouth. Donc elle est assez petite, hein, mais elle est très belle. Et là par contre c'est un des premiers visages qu'on a de représentés de cette époque-là, et qui est quand même assez réaliste, hein. On reconnaît bien le visage, avec donc cette coiffure, on ne sait pas si c'est des tresses ou si c'est des boucles, voilà. Mais c'est en tout cas une dame, hein, qui est représentée. Donc ça c'est hyper intéressant, parce que ça nous montre, voilà, qu'il y a un passage vraiment très particulier par rapport à nos ancêtres, où l'art n'était pas du tout présent. Et là, d'un coup, l'homo sapiens, hein, se met à créer, à faire de l'art, qui en soi ne sert à rien. L'art ne sert pas à se nourrir, ne sert pas à survivre. Et donc, ça montre qu'il y a une vraie évolution, et notamment qui est due, je vous l'avais expliqué, au cerveau, hein, qui est de plus en plus développé. Et certainement aussi, on pense donc qu'il y a l'apparition de croyances, de religions, de croyances qui s'installent dans ces populations. Alors, je vous ai mis, donc il suffit, hein, normalement de cliquer dessus, ou alors vous copiez-collez, hein, l'adresse. Je vous ai mis le site de la grotte Chauvet, on peut faire une visite virtuelle, il y a des petites vidéos. Voilà, donc je vous conseille d'y aller, ça vous permettra d'avoir la vision de ce qu'est la grotte Chauvet, et de voir toutes les peintures pariétales, hein, rupestres qu'on a, qui sont très très belles. Voilà, donc amusez-vous, hein, il y a plein de choses à lire, à regarder. Ça vous permettra, voilà, de savoir certaines choses avant la visite. Et puis si jamais la visite se fait pas, vous pourrez dire que vous avez fait la visite virtuelle. Voilà. Allez, donc la leçon, en fait, qui reprend le chapitre 3 et 4, et tout ce qu'on a vu depuis le début. Donc si vous apprenez par cœur, hein, ce tableau, vous savez vraiment l'essentiel de la leçon, et ensuite il suffit de bien revoir les vidéos, de bien revoir les petites questions et tout, pour avoir bien tout en tête. Mais voilà, vous avez vraiment l'essentiel de tout le chapitre sur ce tableau. Alors, le paléolithique, je vous rappelle que c'est de moins 3 millions d'années à 10 000 ans, à moins de 10 000 ans, hein, puisque après on passera à ce qu'on appelle le néolithique, qu'on étudiera juste après. Alors, quand, où? Donc, quand on démarre, hein, avec les hominidés à moins 7 millions d'années avant Jésus-Christ, mais c'est vrai que les préhistoriens prennent encore la date de moins 3 millions d'années, hein, qui correspond plutôt aux australopithèques, qui sont quand même un peu plus proches de nous. Mais voilà, n'oubliez pas, hein, que les hominidés avec Toumaï, c'est moins 7 millions d'années avant Jésus-Christ. Ensuite, moins 2,4 millions d'années avant Jésus-Christ, c'est l'espèce Homo, avec l'Homo habilis, hein, qui est le premier, ensuite Homo erectus, et puis Homo sapiens. Et dans les autres branches, hein, il y en a d'autres. Je vous renvoie à la première... aux premières diapos et vidéos, où vous avez les autres branches, notamment un certain Néandertal, hein, qui était lui aussi de l'espèce Homo. Moins de 200 000 ans avant Jésus-Christ, donc c'est l'apparition d'Homo sapiens, qui est donc l'être humain d'aujourd'hui, hein, vous ne vous trompez pas. Attention de ne pas vous tromper, l'Homo sapiens sapiens, ça n'existe plus, ça fait 30 ans que c'est terminé. C'était Néandertal, hein, on s'était trompé, qu'on appelait Homo sapiens sapiens. Aujourd'hui, on sait que c'est une autre branche, hein, c'est pas notre branche directe, puisqu'il a vécu en même temps que nous, et que donc c'est Néandertal. Je reviens pas là-dessus. Alors, où est-ce que apparaît donc l'origine des hommes, hein? Je vous rappelle que c'est en Afrique, qui est le berceau de l'humanité. Comme je vous ai dit, c'est une hypothèse actuelle qui est la plus forte, mais qui peut changer. Comme je vous l'ai expliqué, pour l'instant, les plus anciens hominidés trouvés sont en Afrique, ça peut changer. Ensuite, sur tous les continents, par des migrations depuis l'Afrique, hein. Donc au départ, on n'est qu'en Afrique, et ensuite, à partir d'Homo erectus, hein, celui qui se met debout, celui qui bouge, hein, on va donc migrer, l'espèce des homos, hein, vont migrer
dans tous les continents, et notamment Homo sapiens en Amérique. Donc les premiers humains, comment ils vivent? Donc c'est une vie de nomade, c'est une vie nomade, c'est-à-dire qu'ils bougent en permanence, ils ne restent pas au même endroit, d'où les migrations. Je vous rappelle qu'une des hypothèses, c'est qu'à force de bouger, ils ont passé un continent sans même s'en rendre compte. C'était partie des hypothèses. Donc ils sont nomades, ils ne restent pas au même endroit. Alors des fois ils revenaient, par exemple, ils avaient le campement d'hiver, l'endroit de l'été, l'endroit du printemps, mais souvent ils bougent quand même en groupe, ils vivent en groupe, attention, et donc ils ont des habitats temporaires. Il n'y a pas d'habitat fixe, ce sont des habitats temporaires qui soit sont des huttes, comme un campement, qu'ils vont monter quand ils s'installent et démonter quand ils repartent et transporter dans leur bagage. Soit ce sont donc des entrées de grottes. Ils évitent d'aller trop loin dans les grottes puisque déjà ça peut être un peu plus dangereux. Et donc surtout, ils vivent en groupe. Ils chassent en groupe, ils vivent en groupe, bien sûr pour ne pas se faire attaquer par des animaux sauvages ou peut-être par d'autres tribus, même si on n'a pas trop de traces d'affrontement, ça devait arriver. Les inventions, donc on a les outils en pierre taillée, en os, en bois, donc c'est tous les outils que je vous ai montrés. J'aimerais quand même que vous en reteniez quelques-uns d'outils, que vous sachiez me dire quel type d'outils on pouvait trouver pendant le paléolithique, puisque après on étudiera les outils du néolithique et vous verrez que c'est pas les mêmes. Donc le feu, aussi grande invention qui a permis de vivre dans les grottes, d'installer des campements, de faire cuire la viande, de faire cuire des végétaux. Enfin voilà, ça a été une révolution quand même, le feu. Attention, ce n'est pas Homo sapiens qui l'a inventé, c'est Homo erectus. Mais bien sûr, Homo sapiens a continué à l'utiliser et surtout à le perfectionner. Donc, le feu aurait été inventé entre 600 000 et 450 000 ans avant Jésus-Christ. Voilà, donc retenez bien ces dates. Et enfin, donc là pour Homo sapiens, on a les premiers arts qui apparaissent dans l'histoire de l'humanité avec des sculptures et des peintures rupestres des grottes. Voilà, donc nos ancêtres. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils sont connus par des traces aujourd'hui, c'est-à-dire que grâce aux fouilles archéologiques, aux analyses des fossiles, par les paléontologues, on a déjà découvert les branches plus anciennes des hominidés et même et des homos, donc c'est de la branche homo, donc c'est ce qui nous permet de connaître de plus en plus nos ancêtres, grâce aux fossiles de Toumaï, de Lucie, tous ces fossiles qu'on a vus. Et après les fouilles archéologiques, notamment dans les grottes, dans les campements, parce qu'on arrive à retrouver des traces, ont permis un peu mieux de savoir comment ils vivaient, comment ils habitaient, comment ils se nourrissaient. Donc voilà, c'est là vraiment cette recherche-là qui nous a permis d'en connaître aujourd'hui un peu plus, et c'est pour ça que ça évolue au fur et à mesure des recherches. Ensuite, quelque chose qui a aussi bouleversé la connaissance de la préhistoire, c'est l'analyse de l'ADN par les généticiens. Et je vous l'avais expliqué, la comparaison avec notre ADN, entre ADN Homo sapiens et notre ADN à nous, a prouvé que c'était identique. Et surtout, on a réussi à prouver avec toute cette recherche-là qu'on appartient bien tous à la même espèce, l'espèce humaine, qu'en effet, on a aujourd'hui différentes apparences, selon les ethnies, mais en réalité on est tous identiques puisqu'on a tous le même ADN en fait. On n'est pas des espèces différentes, qu'on soit africain, chinois, d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord, d'Europe. On a tous le même ADN, qu'on soit blanc, brun, noir, voilà, on a tous le même ADN. Donc ça c'est hyper important parce que ça a changé aussi l'histoire des êtres humains. Voilà, donc j'espère que ce chapitre, il est clair pour vous, que tout est compris. Donc n'hésitez pas à revoir les vidéos, à bien relire les deux je retiens de la fois d'avant, parce que j'ai vu que sur les contrôles, certains ont quand même pas des très bonnes notes, donc pas tout n'a été compris. Et après, apprenez bien ce tableau qui reprend bien tout. Voilà, j'espère que ça sera plus clair pour vous. Voilà, merci beaucoup.